La notion d'audit patrimonial et de prospective. L'audit patrimonial est la grille de prospective IDPA. L'audit patrimonial. Monsieur Olagnon, professeur à AgroParisTech, est le premier auteur à parler d'audit patrimonial. À la base, on cherche à comprendre et à résoudre un problème lié à des questions d'aménagement et d'environnement. Pour comprendre ce problème et surtout pour identifier la diversité des points de vue autour de cette question, Monsieur Olagnon propose de mettre en œuvre une procédure d'audit patrimonial. Dans cette démarche, un auditeur neutre rencontre et interviewe les acteurs ayant un point de vue sur un problème d'environnement. Elle vise à recueillir l'expertise des multiples acteurs qu'il sollicite. Chacun d'entre eux est considéré comme une personne ressource ayant un savoir propre riche, précieux. Cette procédure cherche à identifier les acteurs et leurs jeux à partir d'une approche de l'état du milieu, de la gestion effective, de la qualité, en se situant dans le cadre d'un enjeu bien identifié de gestion d'une ressource, dans le cas présent, le sable. Recenser ces formes différentes de savoir pour les mettre en dialogue. Rechercher et mettre en lumière les situations profitables pour tous, de type gagnant-gagnant. Identifier les moyens par lesquels chaque acteur pourra changer ses pratiques de manière pragmatique et consensuelle, partagée, acceptée et validée. L'auditeur se doit de respecter les règles éthiques, les propos recueillis demeurent confidentiels, les paroles exprimées n'engagent pas la responsabilité de l'auteur, l'entretien est réalisé sans faire pression sur l'interviewé, le nom du commanditaire de l'audit est connu et une clause de confidentialité est assortie à la publication du rapport final d'audit. La grille IDPA, identification, diagnostic, prospective, action. La grille d'enquête en audit patrimonial, dite IDPA, est un outil précieux pour conduire un entretien et l'analyser. Pour chaque acteur, l'audit abordera les points suivants. Point 1. Identification de la situation et du problème, c'est-à-dire demander à l'acteur de nommer le problème, d'en définir la nature. Qui, selon lui, est concerné par ce problème? Quelle structure? Quels besoins expriment ces acteurs? Quelles demandes? Quelles attentes? Point 2. Diagnostic, qui est engendré de manière active dans le problème. Quelles sont les actions en œuvre? Comment sont-elles évaluées? Comment les évalue-t-il? Point 3. Prospective, comment l'acteur voit-il la situation évoluer à terme? On peut lui proposer de construire 3 scénarios. Scénario noir, scénario optimiste et scénario qui semble se profiler. Quels sont les atouts et les contraintes qui se profilent à terme? Quels sont les enjeux de demain? Point 4. Action. Quelle proposition peut faire l'acteur pour faire évoluer la situation? Qu'est-il prêt à changer dans sa pratique? Quels indicateurs de suivi préconise-t-il? Annexe. La grille IDPA, Identification Diagnostic Prospective d'Action, selon Henri Olagnon. Elle correspond au déroulement suivant. Pour chaque acteur, on cherche à repérer son diagnostic personnel, sa prospective, ses propositions d'action personnelles. Donc, identification, quelles sont les qualités recherchées, de quel système la qualité émerge-t-elle, naturelle, artificielle, quels sont les autres acteurs concernés, quelles sont l'offre et la demande de qualité de ces autres acteurs, quel est le problème de qualité, diagnostic, quels sont les acteurs actifs pour résoudre le problème, quel est le système d'action qu'ils forment, comment fonctionne-t-il, comment l'acteur apprécie-t-il les réponses qu'ils y apportent. Prospective, quel est l'horizon spatio-temporel des réponses possibles? À quelle échéance le problème peut-il trouver réponse? 2 mois, 1 an, plus? Quelle est la position de l'acteur par rapport à 3 scénarios pessimiste, tendanciel, optimiste? Cette question permet de mettre en évidence la hiérarchie des acteurs, les menaces et les problèmes à régler. Et action, quelles sont les exigences de qualité de l'acteur? Dans quel système d'action est-il prêt à s'engager? Avec quels moyens instrumentaux? Quel chemin de changement? La matrice CAP pour analyser et gérer le système des acteurs. La matrice CAP, élaborée par M. Piveteau, est une grille de lecture pour comprendre le système d'acteurs en place autour d'une problématique d'aménagement dans le cadre d'une gestion environnementale de l'espace. Elle permet d'imaginer le poids de chaque acteur. Les différents groupes sont représentés par des rectangles. Plus un rectangle a une surface importante, plus il a de pouvoir. La matrice permet de positionner chaque acteur, non pas en fonction de son statut, mais sur la logique qui est la sienne. Ensuite, elle permet de mesurer l'importance de chaque acteur
et de voir si à un endroit il n'y a pas un manque, ce qui peut être une explication pour comprendre pourquoi une situation est bloquée ou pas. En comparant la matrice à un temps t et t plus 1, on peut étudier le changement de logique et l'évolution du positionnement de chacun. Ainsi, un acteur peut être privatif puis collectif. Cette matrice se construit en allant rencontrer les acteurs de 10 à 30 entretiens et à les faire s'exprimer sur leur vision du territoire par rapport à la problématique étudiée dans le cadre de la gestion d'une ressource bien précise. La matrice comporte deux entrées pour positionner, c'est-à-dire classer, chaque acteur. L'acteur est-il interne ou externe? S'il est interne, le territoire étudié est son espace de référence. S'il est externe, cet espace est pour lui un espace parmi d'autres dans lequel il agit et intervient. Il agit sur cette zone mais n'y habite pas. L'acteur est-il régulateur ou non régulateur? S'il l'est, il aura le désir d'assurer les tâches qui permettent d'assurer l'équilibre du territoire concerné. S'il ne l'est pas, cela signifie qu'il développe une logique personnelle sans avoir une vision globale de l'enjeu étudié. À partir de ces deux types, on obtient ce tableau par croisement, donc en colonne régulateur, non régulateur, en ligne interne, externe. Donc un régulateur interne sera collectif, un régulateur externe sera arbitre, un non régulateur interne sera privatif, un non régulateur externe sera extérieur. Donc avec des phrases, un acteur est collectif s'il a une vision globale et un projet concerté, pluriel, lisible pour le territoire. Un acteur est privatif s'il agit pour son propre compte et écarte toute idée d'action collective. Un acteur est un arbitre s'il a une vision globale et s'il cherche à réguler les règles du jeu local tout en restant extérieur au territoire. Un acteur est un extérieur s'il agit sans participer au débat local, le territoire n'étant qu'un de ses supports de ses activités. Le pouvoir de chaque acteur se mesure à l'aune du pouvoir que leur reconnaissent les autres acteurs. C'est donc la perception du pouvoir qu'il faut mesurer, ce qui n'a rien à voir avec le pouvoir conféré par un statut. Intérêt et limite de cette typologie. Les intérêts simplicité permet de clarifier la connaissance des acteurs, de développer un questionnement, de réaliser un effet miroir, d'être un outil de communication pour faciliter les débats. Et limite, cet outil est schématique, donc réducteur. Il enferme les acteurs dans des schémas.